Bonjour et bienvenue dans cette présentation du contrôle, vous le voyez au-dessus, de 6e, chapitre 2, leçon numéro 3, tous les êtres vivants ont des points communs. Dans cette leçon, vous avez étudié la reproduction et le fait que les êtres vivants pouvaient changer, évoluer, et c'est justement là-dessus que vous allez être interrogé, puisque c'est la fin de la leçon. Donc vous le voyez ici, vous avez un sujet toujours sur 2 pages, avec une partie cours, une partie exercice. Commençons à regarder déjà la partie exercice dont les réponses sont dans la leçon, que vous trouverez d'ailleurs sous format PDF dans le Chamilo qui correspond à cette évaluation. Question 1, donner la définition de reproduction, hérédité et espèce, pour 6 points. Question 2, indiquer ce qu'est un cycle de vie et en tracer un exemple. Alors d'abord vous dites un cycle de vie, vous dites ce que c'est, et ensuite vous tracez un exemple. Je rappelle que pour tracer un cycle de vie, c'est un schéma, et donc il y a des règles à suivre, sur 4 points. Expliquer pourquoi on peut dire qu'il existe de la variabilité lors de la reproduction, c'est ce qui est dit dans le cours. Indiquer ce qui peut influencer la reproduction, pareil, c'est indiqué dans la leçon. Et enfin, construire un paragraphe argumenté pour expliquer comment une nouvelle espèce peut apparaître. 6 points, alors 6 points, parce que justement, c'est une question qui prendra 6 à 10 lignes pour vraiment construire un paragraphe qui porte des arguments, qui explique, qui justifie votre réponse de comment des espèces apparaître. Évidemment, c'est dans la leçon. Vous pouvez reprendre, et vous devez d'ailleurs reprendre les exemples qui sont donnés dans la leçon. Ensuite, vous avez 3 exercices. Donc l'exercice numéro 1, je vous fais la lecture pour vous simplifier la préparation du contrôle. Des écologues ont été interrogés sur une disparition importante de faucons pèlerins dans un parc naturel des années 50. Alors cet oiseau-là, c'est un rapace. Cet oiseau se nourrit principalement de rongeurs et d'autres oiseaux souvent insectivores, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'animaux qui mangent eux-mêmes des insectes. Or, ces proies n'ont pas les mêmes problèmes, elles n'ont pas disparu. C'est-à-dire que si cet animal a disparu, c'est pas parce qu'il n'a plus à manger, puisque ses proies sont toujours là. Ils ont donc essayé de comprendre ce qui pouvait arriver à ces oiseaux alors qu'ils sont dans une zone protégée, interdiction de chasse notamment. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus les chasseurs qui les ont fait disparaître. Lors de cette étude, ils se sont rendus compte que dans les nids de cette zone, on trouvait beaucoup d'œufs à la coquille brisée alors que l'oisillon ne s'était pas complètement développé, l'œuf s'est cassé trop tôt. Pour mieux comprendre l'origine de la disparition, les chercheurs ont étudié l'épaisseur des coquilles d'œufs. Les mesures qu'ils ont réalisées ont été regroupées dans le tableau suivant. C'est-à-dire, comme ils ont vu que les coquilles se cassaient, ils ont vérifié l'épaisseur des coquilles. Et vous avez ici les années des mesures, et vous avez ici l'épaisseur de la coquille en millimètres. Oui, vous le savez, une coquille d'œuf peut avoir une certaine épaisseur. Vous voyez qu'il varie entre 1,8 et 1,3 pour le moins épais. Et cette épaisseur a varié au cours des années. Donc question 6, à l'aide du tableau, décrire les changements d'épaisseur de la coquille d'œuf et donc de solidité du faucon pèlerin au cours des années. Donc vous dites sur quelle période ça diminue, sur quelle période ça augmente, quelles étaient les années où c'était le minimum. Question 7, à l'aide de la réponse à la question précédente, donc à l'aide de ce que vous avez vu sur les épaisseurs des coquilles, expliquez ce qui a pu provoquer la disparition de cette espèce dans les années 50. Bien évidemment, vous pouvez regarder les années 50, ce qui se passe, et comprendre, grâce à ce tableau, pourquoi cette espèce a fini par disparaître. Bien évidemment, le texte ici, notamment là, peut vous aider à comprendre cette disparition. Pour comprendre ce qui s'est passé pour cet oiseau, les écologues ont comparé les pratiques humaines autour de cet environnement avec celles qui existent pour des environnements où les faucons pèlerins n'ont pas eu de soucis. Dans les zones où les faucons ont des problèmes avec leurs œufs, on retrouve une grande utilisation du DDT, un insecticide très puissant, commercialisé en 1948. Ce produit très efficace pour empoisonner les insectes a une propriété intéressante. Il n'est pas digéré ni détruit par les décomposeurs et reste sur les insectes morts à leur contact. De plus, il a été interdit parce que trop nocif pour l'environnement en 1964. Donc il faut bien dire que cet insecticide a la particularité d'abord de tuer les insectes, bien évidemment, mais surtout de rester sur les insectes morts, et les animaux qui mangent ces insectes ne vont pas le digérer, c'est-à-dire qu'il va finir par rester dans la chaîne alimentaire. À l'aide du texte ci-dessus, précisez les indices qui ont permis de soupçonner le DDT comme étant la cause de la disparition des faucons pèlerins. Donc vous le voyez, dans ce texte-là, vous pouvez chercher
Quels sont les indices qui ont permis aux chercheurs de se dire tiens, c'est peut-être le DDT. Et enfin, question 9, expliquez en vous appuyant sur cet exemple comment l'environnement peut influencer la reproduction d'une espèce. Alors c'est une question relativement complexe, même s'il n'y a pas beaucoup de points, pour ne pas vous pénaliser sur le barème. Et effectivement, il faut reprendre en quoi il y a eu un changement d'environnement, qui est lié à l'homme, bien évidemment, et en quoi ça a eu une influence sur la reproduction. Donc vous voyez une double question en un. Voilà pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, évolution des êtres vivants. Lors de l'histoire de la Terre, les êtres vivants ont changé à sa surface, certains ont disparu, comme les dinosaures ou les mammouths, d'autres sont apparus, comme l'homme. Des chercheurs se sont posé la question de savoir quel changement il y a eu au cours du temps et ont cherché des indices qui leur permettent de faire des hypothèses à ce sujet. Ils te demandent ton avis, puisque tu as été formé sur ce sujet. Oui, vous avez bien vu qu'il y a eu une évolution des êtres vivants, des changements lors de la reproduction. Comme indice, les chercheurs se sont aussi basés sur la composition du squelette de différents vertébrés. Ils ont particulièrement étudié la composition du membre antérieur, le bras. Oui, c'est ça, le membre antérieur, il est là, tout ça. Le résultat de leurs études est synthétisé par les schémas à droite permettant de comparer les membres antérieurs de plusieurs animaux, parfois très différents. Donc c'est le schéma que vous avez ici, que évidemment je mettrai en couleur pour que vous puissiez le voir, puisque je n'aurai pas de photocopie couleur. Donc vous avez celui d'un homme, celui d'une tortue, celui d'un oiseau et celui d'une chauve-souris. Et vous avez ici les différentes couleurs qui représentent les os qui ont la même place et la même fonction chez ces différents animaux. Question 10, indiquez quels sont les animaux qui ont servi pour cette étude. Alors je viens de le dire, en plus c'est écrit, ça devrait aller. Comparer, c'est-à-dire donner les différences et les points communs des membres antérieurs des différents animaux. C'est-à-dire que vous faites par exemple un tableau, si vous voulez, avec les points communs et les différences que vous pouvez remarquer quand vous comparez ces 4 éléments. Question 12. À l'aide de ces exemples, expliquez pourquoi on peut dire que ces animaux ont un ancêtre commun. Oui, c'est un exercice qu'on avait déjà un peu fait lors du dernier contrôle et qu'on a revu, effectivement. Il y a des ancêtres communs que l'on peut voir avec, avec ce que vous avez sur cet exercice-là. Et enfin, dernier exercice qui va peut-être vous rappeler quelque chose pour certains. Une espèce récente, le moustique des métros. À Londres, il existe une espèce de moustique qui n'existe que dans le métro, le Culex molestus. Cette espèce a plusieurs caractères qui lui sont spécifiques, qui n'existent que dans cette espèce. Elle se reproduit tout au long de l'année, pas d'hibernation. Elle est intolérante au froid, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas le froid. Elle pique le jour, elle pique à la fois les rats, les souris et les humains. Des chercheurs ont comparé ces moustiques à ceux qui existent en surface, notamment Culex pipiens. Ces moustiques, qui ressemblent beaucoup à Culex molestus, ont des particularités bien différentes. Ils sont tolérants au froid, ils hibernent en hiver, ils ne piquent que les oiseaux et ils piquent la nuit. Lors de tests, les chercheurs se sont rendus compte que si un individu d'une espèce, Molestus, se reproduisait avec un individu d'une autre espèce, Pipiens, leurs œufs étaient stériles, ils ne se développent pas. Ce qui signifie qu'effectivement, ces deux espèces sont bien séparées. Question 13. Construire un tableau pour montrer les points communs et les différences entre ces deux moustiques. Oui, un exercice qu'on a déjà fait. Expliquer en le justifiant si ces deux espèces de moustiques peuvent se reproduire ensemble dans leur environnement normal. Pensez bien à justifier la réponse. Si vous me dites juste oui ou non, vous n'aurez pas votre point. Et enfin, proposer une hypothèse pour expliquer comment l'espèce Culex molestus a pu apparaître à partir de l'espèce Culex pipiens. Oui, donc d'après vous, vous faites une hypothèse avec le cours que vous avez eu, notamment sur l'autre exemple, celui des pinsons de l'Himalaya. Allez, j'espère que cette vidéo vous a apporté des explications qui vous permettront de réussir au mieux votre contrôle. Je vous dis bon travail, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin avant le jour du contrôle. Alors, pas juste la veille, ça serait mieux. Et je vous dis bon travail et bonne réussite.